Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo concernant la correction de l'exercice sur la vanilline, exercice qui n'a pas été du tout un franc succès, donc on va essayer de le corriger pour que vous puissiez mieux comprendre les notions. Donc c'est parti pour la correction de cet exercice. Donc cet exercice en fait était sur une analyse de documents, donc dans un premier temps il fallait extraire l'huile essentielle. Et donc la première question était toute simple, il fallait reconnaître un montage d'hydrodistillation. Et là, il n'y a pas eu de souci, c'était bien entendu le B. On reconnaît le montage d'hydrodistillation puisqu'il faut que le réfrigérant ne soit strictement pas au-dessus du ballon pour qu'on puisse séparer les deux liquides qu'on a, ou un liquide et un solide. Ensuite, dans la question donc 1-2, ensuite on vous parlait des solvants. Donc là, c'était plutôt détaillé. Donc la vraie question, c'est la 1-2-1. Il fallait justifier qu'il y avait deux phases, tout simplement. Donc sachant qu'on vous donnait qu'il y avait le dichlorométhane, il fallait juste bien relever que le dichlorométhane est pas miscible avec l'eau, donc on a deux phases. Donc à noter qu'on aura deux phases, une phase aqueuse et une phase organique. Aqueuse, ça veut dire aqua. Donc la phase aqueuse va toujours contenir l'eau. La phase organique, elle, à contrario, ne va pas contenir l'eau, et donc ici elle sera constituée par le dichlorométhane. Donc juste relever dans ce tableau que, effectivement, le solvant choisi n'est pas miscible avec l'eau. Question 1 de 2, il fallait trouver qui était la phase inférieure. Est-ce que c'était l'aqueuse ou l'organique? L'image qu'on a, c'est que la phase inférieure est souvent la phase aqueuse. C'est faux. Le seul critère qui permet de bien le voir, c'est la densité. Donc là, on retourne sur le tableau pour s'apercevoir que le dichlorométhane, qui constitue donc la phase organique, est 1,34. Vous devez savoir par cœur la densité de l'eau qui est de 1, pour l'eau qui est non salée. Donc forcément, la phase qui sera toujours le plus en dessous sera la phase la plus dense. Donc ici, c'est le dichlorométhane. Or, j'ai expliqué tout à l'heure que le dichlorométhane, c'est la phase organique. Donc ici, ça sera la phase organique qui sera en dessous. Donc je rappelle, juste regarder les densités pour répondre à cette question. Ensuite, on vous demande de où se trouve le génol. Donc là, ici, le génol, vous voyez différentes solubilités. On vous dit que l'eau, c'est faible, et que le dichlorométhane, c'est grand. Donc forcément, le soluté, en l'occurrence le génol, va aller dans la phase où il est le plus à l'aise. C'est un peu comme vous, si vous avez le choix entre deux endroits, on va dire une salle de physique et une cour où vous pouvez discuter avec vos copains, forcément l'endroit où vous êtes plus à l'aise, c'est l'endroit où vous allez pouvoir discuter avec vos amis. Donc c'est un peu pareil avec le génol. Il a le choix entre l'eau, c'est faible, et le dichlorométhane, c'est grande. Forcément, le génol va se retrouver dans la phase organique, parce qu'il a une solubilité qui est beaucoup plus importante que dans l'eau. Ensuite, on va rajouter du chlore de sodium, il faut expliquer pourquoi. Donc là aussi, c'est toujours une analyse de document, on remarque que le chlore de sodium, c'est du sel. Donc dans l'eau salée, on voit que la solubilité est très faible. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore diminuer la solubilité de l'eugénol. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'eugénol ne va pas passer entièrement dans la phase organique, il en restera toujours un petit peu dans la phase aqueuse. C'est le fameux coefficient de partage qu'on a évoqué lors d'une séparation, l'extraction d'une espèce. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va encore enlever de l'eugénol de la phase aqueuse pour qu'il soit transféré en phase organique. Donc, qu'est-ce qu'il fallait répondre? Il fallait répondre simplement qu'on allait encore diminuer la solubilité de l'eugénol dans la phase aqueuse pour qu'il puisse être éjecté de la phase aqueuse en plus grande quantité pour passer en phase organique. A noter que quand on rajoute du chlore de sodium, ça s'appelle une opération qui s'appelle une opération de relargage. On vous demandait ensuite de vérifier si les deux autres solvants proposés étaient bien. Donc en gros, vous avez plusieurs critères, vous avez en gros 4 critères, donc là je vous renvoie à votre fiche pour choisir un critère pour une extraction par solvant. Les 3 critères qu'on regarde en gros, c'est l'aspect sécurité du solvant, est-ce qu'il est bien, mais les 2 autres critères aussi qui vont être intéressants ici, c'est ceux qui sont recherchés par l'exercice. C'est vous avez donc le génol et l'eau. Donc le génol, c'est l'espèce à extraire, et l'eau, c'est le solvant d'origine. Il faut que le solvant qui soit choisi ne soit pas miscible avec le solvant d'origine. Or, ici, on s'aperçoit que oui, le cyclohexane n'est pas miscible avec l'eau, mais malheureusement, l'éthanol, lui, se dissout en toute proportion avec l'eau. Donc ici, déjà, l'éthanol, il a perdu, il est refusé. Donc le cyclohexane remplit l'une des conditions. La deuxième condition que vous devez connaître par cœur, c'est que
l'espèce à extraire, à savoir le génol, doit forcément être miscible dans ce solvant d'extraction. C'était le cas du dichlorométhane, c'est le cas de l'éthanol, mais l'éthanol a perdu à cause du premier critère. C'est le cas également du cyclohexane. Donc oui, c'est bon, le cyclohexane est retenu. Ensuite, on va ensuite évoquer une question de densité. Non, la densité n'est pas forcément un critère pour choisir que la phase organique soit au-dessus ou en dessous. Ça n'a pas vraiment d'importance. Notez quand même qu'effectivement le dichlorométhane sera mieux quand même, puisque là, on va dire qu'on est quand même plus éloigné de 1. Mais le cyclohexane va être pas mal quand on va rajouter de l'eau salée, parce que ça va également éloigner la phase aqueuse en termes de densité par rapport au cyclohexane. Je continue. Ensuite, on vous demande la chromatographie. Donc là, c'est un point, c'est pas du tout une tâche. Donc là, en fait, on vous demandait si les feuilles de girofle pliées contenaient de l'éthanoate de gényle. Donc F pour l'huile essentielle préparée à partir des feuilles de girofle liées. Et puis ensuite, on voit que c'est pour l'éthanoate de gényle la lettre A. Pas de tâche à la même hauteur, ça veut dire effectivement, parce que ce point ne compte pas, que F ne contient pas A. Question 1.3.2, ensuite on vous demandait les espèces chimiques pures identifiables contenues dans l'huile essentielle de clou de girofle, à savoir la H. Donc ici, on a toute une série de tâches. Malheureusement, la chromatographie ne nous explique pas ce que sont ces tâches. Donc ici, on va reconnaître F, c'est pas quelque chose de pur. Quelque chose de pur, c'est quelque chose qui n'a qu'une tâche. Donc une tâche E et A. Donc effectivement, H contient du E, eugénol commercial, et du A, de l'éthanoate de gényle. Dernière question, il s'agit du rendement. Donc déjà avant, le rôle du chauffage à reflux, par cœur, éviter toute perte de matière, et puis ensuite l'intérêt de la température, c'est accélérer une réaction chimique. Calculer la quantité de matière. Donc pour calculer une quantité de matière, on a plusieurs méthodes. Je vais remettre la fiche sur le rendement. Donc en gros, vous avez 3 formules à connaître. M sur grand M, c'est la formule pour les solides. N est égal à C fois V, c'est la formule pour les solutions aqueuses. Et pour les liquides purs, je vous rappelle que dans un premier temps, vous devez calculer la masse du liquide, puisque vous aurez accès à un volume. Donc vous faites ρ fois V. Et une fois que vous avez ρ fois V, vous pouvez appliquer de nouveau cette formule, puisque vous pourrez rentrer de nouveau dans le schéma, petit m, ce grand M. Donc il y a deux choses. Première chose, on calcule une masse, et ensuite, on calcule la quantité de matière. Je rappelle que pour cette formule, vu que la masse volumique ou la densité sont données en grammes par centimètre cube, je rappelle qu'un centimètre cube c'est un millilitre, il faut, je vous le rappelle, laisser le volume en millilitres. Je sais qu'on vous a dit tout au long de vos scolarités, mets le volume en litres, mets le volume en litres. Voilà, avec la petite voix qui va bien avec. Là, vous laissez le volume en millilitres pour cette formule. Uniquement, bien sûr, si la masse volumique est donnée en grammes par centimètre cube, ce qui est de manière générale le cas en chimie. Donc, je retourne à ça, et maintenant je vais plutôt sortir la correction. Donc, calcul de la quantité de matière. Donc, avec l'isogénol, il suffit tout simplement de faire petit m sur grand M. Vous allez trouver 3 10-2 mol. Avec l'anhydride, on va effectivement sortir la formule des liquides purs, c'est-à-dire qu'on va remplacer la masse par ρ fois V, sans convertir, puisque vous voyez ici qu'on a bien 10 ml, on va trouver 0,11 mol. Attention, j'ai vu des erreurs de calcul, des fois c'était plutôt 1,1 10-2 mol. Et un calcul, c'est un petit peu répété, on se demande pourquoi. Donc, le Xmax, c'est-à-dire la quantité de matière, forcément, ça va être limité par le réactif limitant le plus petit. Je rappelle mon exemple, vous voulez fabriquer des sandwichs, vous avez 10 tranches de pain et 7 jambons. Vous n'allez pas pouvoir fabriquer 10 sandwichs, vous allez pouvoir fabriquer uniquement 7, puisque vous allez être limité par le réactif limitant ici, à savoir les tranches de jambon. Donc, ici, le réactif limitant, c'est 3 10-2. À la question 2.3, je vais revenir à cette question 2.3, je retrouve l'exercice, on vous demande de calculer la masse.
Donc là, calculer la masse, si on regarde bien la feuille, c'est expliqué ici, c'est la méthode 1. Comment on calcule une masse? On réalise le calcul, masse maximale est égale à x max fois grand M, où x max représente la quantité de matière du réactif limitant. Et M, attention, c'est la masse molaire du produit qui est formé. Donc retenez bien ça, je calcule les quantités de matière comme d'habitude, et ensuite pour calculer la masse, j'utilise en fait toujours cette formule, seulement cette fois-ci l'inconnu, c'est plus N, c'est M. Donc quand je vais isoler l'inconnu, ça donne N fois grand M. Donc j'en reviens à cette méthode, voilà, méthode numéro 1. Vous faites donc X max, donc c'est-à-dire le N du réactif limitant, fois la masse molaire. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ce qui donne, quand on regarde la correction qui est ici, donc je prends bien le 3 à 10 moins 2, donc attention aux erreurs de calcul, de prendre le bon réactif limitant, parce que sinon, effectivement, c'est tout faux, fois 205, qui était donc la masse molaire du produit. Là aussi, je vous renvoie, le produit ici, c'était l'éthanoate d'isoogénol, donc on a bien 205 grammes par mol. Je retourne à la correction, donc on fait, et on obtient 6,3 grammes. Donc ça, c'est la masse maximale. La masse aussi dite théorique dans cette formule. Et ensuite, il suffit simplement de faire la formule, donc elle existe pour les N, mais elle existe également pour les M. On fait masse expérimentale sur masse théorique. Donc la masse expérimentale a été dans l'énoncé, c'était 5,6 grammes. Ici, sans prendre compte des chiffres significatifs, c'est 6,25, et on obtient 90%, puisque la question de 4, on ne l'a pas vu, c'était calculer le rendement. Voilà, donc je fais un dernier rappel pour calculer le rendement. On calcule les quantités de matière en choisissant la bonne formule. Je rappelle que pour le liquide pur, quand on fait ρ fois V, on prend le volume en millilitres. Pour calculer la masse, on calcule par la formule M est égal à N fois M, en prenant le N du réactif limitant. Et ensuite, on fait le rapport des masses, masse expérimentale sur masse maximale. Et on aura donc ensuite un pourcentage sur le rendement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'en ferai peut-être d'autres en cours d'année. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures de chimie.